Merci à Monsieur David Kumber, qui est jusqu'à Indianapolis, aux États-Unis. On a tenté d'échanger avec lui. Malheureusement, la liaison téléphonique était quelque peu difficile. C'est terminé cette émission. Mais les réflexions, elles restent ouvertes sur le sujet, pourvu que le débat de ce jour aide seulement à décourager les éventuels candidats à l'immigration. Merci et bonsoir. Voilà, nous avons suivi, mais le problème de l'immigration, les problèmes des migrants, c'est parce que les dictateurs font souffrir le peuple. Les dictateurs ont tellement des palaces en Europe, au Québec, aux States et ailleurs. Les dictateurs ont plus de 34 à 37 maîtresses. Les dictateurs donnent pas mal de 4x4 à leur maîtresse. Et le peuple souffre. Manque de Nivaquine dans des hôpitaux, manque d'aspirine. Mais le peuple, ils n'ont pas de choix. Les citoyens veulent aller ailleurs, mais ils ont le droit d'aller ailleurs. Cette terre n'appartient à personne, ça appartient à Dieu. L'Afrique appartient aux Africains, mais regardez comment les Blancs viennent voler tout chez nous. Et le peuple africain n'a rien. Les diamants, tout ils prennent. Et le peuple africain n'a rien. Et quand les Africains viennent, ils disent... La France ne peut pas accueillir la misère du monde. Mais arrêtez d'aller voler en Afrique. Arrêtez d'aller faire des femmes africaines armes de guerre en Afrique. Arrêtez d'aller violer nos enfants. Oui, la vérité doit être dite. Et elle sera toujours dite. Alors, nous allons passer sur autre chose. Tout d'abord, excusez-moi, il faut que j'allume. I think it's the clothes, dirty clothes. It need to be washed. Je veux mettre, voilà. Donc, voilà. On va suivre ça. Voilà, nous allons suivre. Attendez, là il y a ça. C'était, voilà, recrutement forcé. Un citoyen français entré dans l'armée française comme un Français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Son uniforme était un uniforme de soldat français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais. Avec sa chéchia
ces bandes moltières et tout le reste, il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. La Première Guerre mondiale, qui éclate en Europe, est aussi l'affaire de l'Afrique, puisque le rêve de grandeur des puissances européennes, c'est en Afrique d'abord qu'il s'exprime. J'ai voulu mettre l'histoire des tirailleurs africains. Pas tirailleurs sénégalais, mais tirailleurs africains. Parce que Général de Gaulle allait chercher nos parents en Afrique. Exactement comme l'esclavagisme, à l'époque. Ils sont allés prendre nos parents un seul chemin. Alors, pour venir libérer Paris, nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains, sont venus pour libérer Paris de merde, la France de merde, et pour libérer l'Europe. À ce moment, ils avaient besoin des parents noirs. Mais aujourd'hui, les enfants noirs, quand ils viennent en Europe, ils disent « l'Europe ne peut pas accueillir la misère du monde ». Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette Europe? Il y a un problème avec cette Europe. Alors, est-ce que, à l'époque, pourquoi ils ne se sont pas battus eux-mêmes les Blancs pour libérer leurs terres? Mais il fallait aller chercher les Noirs en Afrique. Donc moi, je vais vous dire une chose. Permettez aux jeunes Africains d'avoir des visas facilement dans des ambassades, afin qu'il n'y ait plus de morts dans des eaux. Le message est clair. Parce que vous ne pouvez pas empêcher aux gens de voyager. Montrez-moi un passage dans la Bible, là où ce que Dieu dit que l'être humain ne doit pas voyager. Mais la terre appartient à Dieu. Vous les francs-maçons, vous les Illuminati. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes des maîtres de la terre? Non. Vous n'êtes pas les maîtres de la terre. Connaissez-vous le jour de votre date de mort? Dictateur, dictateur franc-maçon, connais-tu le jour de ta mort? Dictateur Illuminati, connais-tu le jour de ta mort? Tu ne connais pas. Voilà, la terre n'est pas à toi, la terre appartient... Pardon, la terre appartient à Dieu. La vérité doit être dite. Nous allons regarder les tirailleurs africains qui ont libéré Paris de merde. Oui, et l'Europe de merde. Une réalité se fait jour trop rarement mise en évidence. En 1914, les colonies africaines représentent la plus grande longueur de frontières communes aux belligérants européens. Cela explique en partie que l'Afrique sera doublement impliquée dans ce conflit mondial, à la fois comme terre de combat et comme réservoir de combattants. En France, très préoccupé par la crise démographique de son pays, le colonel Mangin avait publié en 1910 un ouvrage à succès, La Force Noire. Les troupes noires, y écrivait-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne. Rusticité, endurance, instinct du combat, absence de nervosité. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet considérable. Et même si le gouvernement ne retient pas l'essentiel des propositions de Mangin, la France va tout de même se distinguer. Alors que les troupes coloniales des autres puissances belligérantes restent confinées sur le continent, la France mobilise les siennes sur le front européen. Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'atteint pas ce qu'on veut, ce que souhaite la France, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il connaît dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige qu'on fait la liste, chez vous, telle personne sont prises. Et si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire elles fuient. Et de fil en aiguille, on recueille un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain.
Tous les jeunes hommes devaient aller à la guerre. Mon oncle fut recruté et ma grand-mère, qui ne voulait pas qu'il parte, décida de le cacher. Elle partit vers une terre que je connais très bien et qui appartenait à sa famille. Il y avait là une cascade et beaucoup de végétation. Elle y cacha mon oncle pour que personne ne le trouve. Mais les parents de ces jeunes hommes étaient victimes d'intimidation. On leur disait: nous savons que vous avez un fils et vous devez nous le remettre, sinon nous confisquerons votre bétail. Il faut savoir que le bétail constituait une bonne part de la richesse des gens et surtout des hommes. C'était comme leur compte en banque. Je comprends que sous cette menace, mon grand-père ait convaincu ma grand-mère de livrer leur fils. C'était la situation tragique des sujets dans une colonie. Personne ne s'est donné la peine de venir informer mes grands-parents du sort de leur fils. Sûrement que personne n'était même capable de dire où il était tombé. Ma grand-mère a pleuré jusqu'à la fin de ses jours, se demandant toujours comment son fils était mort. Une fois que la personne meurt, la personne est enterrée dans son terroir près des siens. Ceux qui sont décédés avant là, on est enterré. Sinon, il y a des pratiques pour appeler l'âme de la personne là où elle est décédée, afin de procéder aux cérémonies nécessaires pour ramener la personne près des siens ici. Et pour ramener, c'est beaucoup plus difficile que pour enterrer sur place. Donc, il y a cette conception qui fait que on n'a pas envie de mourir ailleurs, dans un autre pays, pour qu'on fasse des cérémonies de rapatriement ou des cérémonies de retour de l'âme auprès des siens. Le recrutement de soldats noirs et le choc qu'il provoque dans de nombreux pays d'Afrique va donner un nouveau souffle à des mouvements d'inspiration prophétique, tel au Nyasaland, l'actuel Malawi, le mouvement Kanim John Chilembwe, pasteur baptiste et agitateur politique qui mène une violente croisade contre la guerre. Le pasteur Chilembwe sera arrêté et fusillé. Surmontant une opposition afrikaneur très sensible à la propagande pangermaniste, le gouvernement sud-africain s'engage aux côtés des Alliés. La vision de Noirs armés était un cauchemar pour les Sud-Africains blancs, profondément marqué par le précédent de la guerre des Boers. À cette époque, de nombreux Africains armés pour la guerre s'étaient servis de leurs armes pour reprendre leurs terres. Et ils y étaient parvenus dans certains endroits. Après la guerre des Boers, les Britanniques se sont empressés de désarmer les Noirs pour éviter que ce cauchemar ne se reproduise. Les Blancs étaient unanimes. Il ne faut pas donner d'armes aux Africains.
Et ils furent recrutés comme porteurs ou responsables de transport durant la Première Guerre mondiale. Et certains furent même envoyés en Europe. Sur le terrain des combats en Afrique, il faut mobiliser le moins de troupes possible, jugées plus utiles sur le front européen. Mais alors que le Togo allemand tombe en quelques semaines, la bataille menée par les Britanniques et les Français au Cameroun sera plus longue, 18 mois, et plus meurtrière. Avec cette singularité que pour la première fois, elle oppose des soldats noirs présents des deux côtés. C'est également le cas en Afrique orientale, où des soldats professionnels noirs, des askaris, sont placés sous le commandement du général allemand von Lettow-Vorbeck. Voilà. Voilà. Tous ces parents noirs, debout pour libérer Paris de merde, debout pour libérer l'Europe de merde. Mais aujourd'hui, leurs petits, arrière-petits-enfants viennent clandestinement pour rentrer en Europe. Ils sont massacrés en Libye pour trafic d'organes. Parce que l'Europe a donné la carte blanche aux Libyens de tuer les Noirs migrants. Et il y a vente d'organes. C'est une grande mafia. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez payer tous ces parents africains qui ont versé leur sang pour libérer Paris de merde? Oui, Paris de merde. Oui. Aujourd'hui, quand je vois des Africains qui se lèvent pour acclamer l'équipe de France, allez les Bleus, mais il y a une honte terrible quand je vois des Africains qui se disent pendant ce temps, Sassou 8% tue aux poules, et que je vois un frère de ce genre qui est en train d'écrire « Allez les Bleus ». Allez les Bleus. Mais demain, il sera là dans des marches en train de dire « La France tue au Congo ». Voilà le problème. Mais c'est une honte. Quand je vois des Africains réagir comme ça, mais mon cœur pleure. Comment des gens peuvent venir mettre sur des réseaux sociaux « Allez les Bleus ». Pendant ce temps, l'Élysée tue au Congo. Regardez ici. Ici, il met « Yes, we can ». Il met « Yes, we can » pour la France. Il a le drapeau bleu, blanc, rouge. Un frère du Congo-Brazzaville. Mais tout le temps à Paris, quand il y a des marches, il est là, la France tue au Congo. La politique française est mauvaise. C'est ce qu'il dit, hein. Mais regardez, là il a le drapeau, hein, il a le drapeau de la France et en train d'applaudir. C'est honteux. C'est honteux. Comment des gens peuvent dire « Allez les Bleus ». Mais l'Africain qui dit « Allez les Bleus », il se moque lui-même de sa propre progéniture. Il se moque lui-même de sa propre mère. Il se moque lui-même de l'Afrique. Parce que la France vole en Afrique immensément. La France tue en Afrique. Mais les Africains, ils ont un problème dans leur tête. Ils ont un problème, la plupart. Mais je sais, le problème se trouve où? L'aliénation. L'aliénation à partir de la Bible. Alléluia, alléluia. Les églisettes, les églises de réveil ont rendu l'homme noir plus bête que bête. Voilà. Et ils ont une puce à l'intérieur de la tête où est-ce que l'homme blanc, à la télécommande de distance, il contrôle la tête de l'être humain noir. La vérité doit être dite. Honte aux Africains qui crient « Allez les Bleus ». Honte à eux. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Hein? Combien de parents tirailleurs africains sont morts pour libérer Paris de merde? Mais l'Africain aujourd'hui est là, allez les Bleus. Mais la honte, la honte. Regardez ici, il y a plus de Noirs pour défendre Paris.
Hein? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Paris fait? Il laisse les migrants dormir dehors. En Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, vous ne verrez pas des migrants dormir dehors. Mais pourquoi la France les laisse dormir dehors? Parce que la France est raciste vis-à-vis de l'homme noir. On va suivre ça. Ces askaris parviennent durant toute la guerre à fixer 150 000 soldats alliés et leurs troupes noires, qu'elles soient sous le drapeau britannique, belge ou sud-africain. Sur le front européen, les terribles combats de la fin 1917 mettent les troupes noires à forte contribution. Mon père a inhalé de gaz. Et tout le reste de sa vie, il a mené une vie de souffrance. On faisait des trucs de verre, de ventouses qu'on lui faisait couper le corps pour qu'il puisse respirer bien. Mais rien à faire. Il est décédé des suites de cette gaz. Donc, de ce gaz. Et il nous a toujours expliqué. Mes grands frères sont là, ils peuvent témoigner. Il nous a toujours expliqué les méfaits, les atrocités de la guerre. Et c'était triste d'aller s'intoxiquer à un autre front qui n'est pas le vôtre. Au début de 1918, la plupart des belligérants ne peuvent que constater l'épuisement de leurs troupes et l'absolue nécessité de les renforcer. Il faut donc recruter de façon plus importante. C'est à Blaise Diagne, député du Sénégal, que le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, avec une certaine habileté politique, fait appel. Nommé haut commissaire de la République, Diagne effectue donc une tournée de sergents recruteurs dans les colonies. Il y multiplie les promesses susceptibles d'améliorer le sort de ses frères à l'issue du conflit. Mais la plupart de ces promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré ses promesses. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Puis nous disons, enfants, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend. Le pasteur John Chilembwe avait mis en garde ses compatriotes contre cette guerre entre blancs dont les noirs ne pourraient sortir que perdants. Et de son côté, le gouverneur général allemand du Togo, von Thüring, dans les mois précédant le conflit, avait multiplié les télégrammes à Berlin pour déconseiller à son gouvernement d'offrir aux Africains le spectacle de déchirement entre les Blancs. Le traité de Versailles va donner raison à l'un et à l'autre. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais dans le même temps, le doute sur la supériorité de l'homme blanc s'installe dans l'esprit des Africains. Ils ont appris qu'il y avait de bons et de mauvais blancs et que l'on pouvait tuer ces derniers. Le piédestal de l'homme blanc vacille. Que va représenter pour les Africains la nouvelle guerre mondiale qui se déclenche? Une guerre de blancs qui ne les regarde en rien mais va se dérouler en partie sur leur sol. Une guerre qui les verra participer à de nombreux combats
et leur donnera le sentiment justifié d'avoir joué un rôle important dans son dénouement. Une guerre, enfin et surtout, qui les mettra face à face, camp contre camp, dans un affrontement meurtrier. Mai 1940. Les troupes d'Hitler envahissent la France qui capitule. Auch hier wieder die Kulturträger der Garnation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique? Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, maman. Oui, Maréchal Pétain. Commande lieutenant, adjudant, capral, tout. Bon, commande papa, maman, commande moi. Curriculum. Le chef de la France. Compris maintenant? Chef de la France. Gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Éboué se rallie à la France libre dès le mois d'août. Ce geste décisif va faire basculer dans les semaines qui suivent la totalité des pays de l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Nommé gouverneur général de l'AEF par De Gaulle, Félix Éboué est le premier noir, et qui plus est descendant d'esclaves, à accéder au poste le plus élevé de l'administration coloniale. Jamais les colonies françaises n'avaient eu à jouer un rôle de cette importance. Elles sont, écrit le général de Gaulle, le creuset de la France libre et le point de départ d'une reconquête française de l'Europe. Mais dans l'immédiat, leurs soldats, engagés volontaires ou recrutés de force, se retrouvent opposés des deux côtés de la fracture française. Ainsi, une partie de la force noire demeure sous la coupe de l'État français, c'est-à-dire du maréchal Pétain et des gouverneurs généraux qui lui sont restés fidèles. Ces hommes seront amenés à combattre leurs frères ralliés à De Gaulle, notamment ceux qui débarquent au Liban en 1941 et se lancent avec le soutien des Britanniques à la reconquête de Damas. Si les Alliés peuvent avancer sur tous les fronts à la fois, en Europe, en Asie et en Afrique, c'est qu'ils ont accès en toute sécurité à des matières premières que la guerre a rendues inexploitables chez eux, mais qui abondent en Afrique, où ils développent les transports nécessaires pour les acheminer. Dans les colonies françaises, coupées en deux, la ponction économique est sans précédent, aussi bien en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, où les vichistes entreprennent la construction d'une ligne Méditerranée-Niger qui restera inachevée. La bataille en Afrique orientale illustre l'intensité de l'affrontement entre troupes noires. Les Italiens ont recruté des Somaliens colonisés et des Éthiopiens hostiles au Négus. Et ces soldats vont être littéralement pris en tenaille par les Britanniques et leurs recrues sud-africaines, rhodésiennes, kenyanes et nigérianes. I remember in King's College, Lagos, there were activities there among the... Je me souviens qu'au King's College de Lagos, il y avait des étudiants engagés qui remettaient en question la domination coloniale en Afrique de l'Ouest. Ils furent arrêtés et certains furent même envoyés à la guerre.
C'était une forme de punition. Cela a affecté les relations entre les leaders nationalistes et le pouvoir colonial. Car les nationalistes disaient « Cette guerre est-elle la nôtre ? Pourquoi participerions-nous à un conflit entre des pays d'Europe qui ont non seulement dépouillé le continent africain de son capital humain pendant des siècles, durant la traite des Noirs, mais qui en plus continuent à s'approprier les ressources des colonies. Bref, en quoi cette guerre nous concerne-t-elle ? D'un autre côté, il y avait aussi les leaders qui voyaient ou qui croyaient voir un enjeu plus important, la nécessité de vaincre le nazisme. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar. Pour y affronter et pour y vaincre, les forces françaises restaient fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais, et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. Enlève-moi toutes les affiches de Pétain, colle celle-ci à la place. C'est lui le nouveau chef de la France, un général de brigade. 1942. L'Afrique occidentale française entre dans la guerre après son ralliement à la France libre. Un ralliement d'importance pour les troupes coloniales. Ils mettent un terme à leurs affrontements des deux côtés de la fracture française. Sergent, ouais, c'est quoi ça? C'est Louis de Gaulle. Le général de brigade. 2 étoiles. C'est le nouveau chef de la France. 2 étoiles? Oui. Maréchal, combien d'étoiles? 7 étoiles. Et lui commande la France maintenant? Oui. Brazzaville est devenue depuis 4 ans la capitale de la France libre. Charles de Gaulle y rend hommage en janvier 1944 à la participation des Africains à la lutte contre le nazisme. De Gaulle est par ailleurs conscient que ces mêmes Africains ont connu durant la guerre une fraternité des armes qui les a conduits à une réflexion politique plus avancée et qu'il faudra en tenir compte. Ce qui m'a frappé, moi en tout cas, c'était vraiment que les résolutions de Brazzaville aient été prises dans une conférence où il n'y avait aucun représentant délégué par les Africains. S'il y avait des hommes de couleur comme Boué, ils étaient en tant que fonctionnaires, en tant que responsables de l'État français. Il n'y avait aucun représentant d'un groupe social ou d'un groupe intellectuel ou des Africains. C'était une conférence pour les Africains, sans les Africains. Porté par le serment que leur avait fait à Koufra en Libye le colonel Leclerc, le serment d'aller avec elle jusqu'à Strasbourg, les troupes françaises noires débarquent en Italie. Puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Les troupes noires qui avaient été sur tous les fronts, à partir de 1944, on les a dégagées de certaines zones au nom du blanchiment des troupes. Parce qu'on ne souhaitait pas que les troupes noires puissent jouer de grands rôles dans des actes de libération de la France. On voulait bien indiquer que c'est les Français qui ont libéré la France, mais sans les troupes noires. Cela a été vécu comme une espèce de frustration. Donc certains sont retournés vraiment l'amertume au cœur. Un drame s'est déroulé à Thiaroye en décembre 1944. Parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants. Ils devaient recevoir des pécules en France. On leur a dit d'aller à Thiaroye et qu'ils les recevraient à Thiaroye.
À Thiaroye, ça a été du dilatoire. On négociait, le montant à donner. Vous ne méritez pas ça. Vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front. Donc, avec beaucoup d'humiliation. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, au pécule, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Et nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux France, la métropole et la coloniale? Et ce qui devait arriver ou ce qui ne devait pas arriver est arrivé, parce que un général à l'époque, Dagnan, est venu vers le 26 novembre 1944 à Thiaroye essayer de négocier avec les anciens combattants qui ne voulaient pas quitter Thiaroye, qui ne voulaient pas rejoindre leur territoire avant d'avoir perçu leurs émoluments et leurs droits. Ça a mal tourné. Le général Dayan, qui était le commandant des troupes à Dakar, a été pris en otage. Nous souffrons beaucoup la guerre. Camp de concentration. Nous mangeons. Catéfoule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup catastrophes suisses. Alors, tu comprends mon français? La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup de cadavres. Ici, tous hommes, toi homme, moi homme, lui homme. Alors, tu comprends rien? Le général leur promet, sur son honneur de soldat, que, bon, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs, et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, Thiaroye devient un lieu symbolique de la contestation anticoloniale. La poésie s'en empare. Il y a un poème très beau de Senghor, ô tirailleur noir, couché dans la glace et dans le sang. Est-il vrai que la France n'est plus la France? Est-il vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc. Sur la longue période qui s'achève, l'empire du silence aura finalement réussi à faire entendre sa voix. Encore faible, mais de plus en plus affirmée. Il lui aura fallu pour cela surmonter de multiples traumatismes. President Truman announced the official surrender. This is a solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. L'une des premières conséquences institutionnelles de la fin de la guerre est la création en juin 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Sa charte affirme d'emblée le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et 3 ans plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame dans son préambule que les hommes doivent être protégés contre toute forme de tyrannie et d'oppression. Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations Unies
est sur le point de clore sa session en statuant sur le projet de déclaration que la Commission a voulu faire appeler Déclaration universelle des droits de l'homme. Je tiens à vous rappeler qu'en 1945, au moment de la création des Nations Unies, il n'y avait que 3 États indépendants africains. Vous aviez l'Égypte, le Libéria et l'Éthiopie. Les 50 autres États étaient des colonies. Au lendemain de la guerre, la carte politique de l'Afrique est inchangée, ou presque, bien calée dans ses frontières artificielles. Mais ce qui a changé dans cette Afrique apparemment immuable, c'est la mentalité des Africains. Les combattants ont connu la fraternité des armes. Ils ont rencontré d'autres Africains et d'autres soldats noirs américains, messagers d'un mythe émancipateur. Et cette ouverture au monde, ces combattants vont en parler, en ville, au village ou en famille. Et vont évoquer les espérances soulevées un an plus tôt par le général de Gaulle. Que plus rien ne serait jamais comme avant. De Gaulle le savait bien, lorsqu'il se rendait à Brazzaville, capitale de la France libre, pour y prononcer un discours aussi célèbre que mal connu. Nous sommes sûrs, aucun progrès n'est, ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement. Si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires, voilà ce qui est le devoir de la France ici. La guerre, qui est une accoucheuse de révolution, a créé une ambiance et a même éveillé un nationalisme, des revendications qui ne paraissaient pas évidentes ni normales autrefois, avant-guerre. Qu'il y a eu aussi Brazzaville, malgré ses restrictions, qu'il y a eu les condamnations. Il y a eu des gens de mon pays qui ont été condamnés à mort et fusillés pour gaullisme. Que tout cela ne pouvait conduire qu'à une chose, c'est de dire non. Après cette guerre, nous ne pouvons plus rester ce que nous étions. Au crépuscule de l'homme blanc qui se précise, va répondre l'ouragan africain. De nombreux libérateurs, parmi lesquels les figures charismatiques de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba ou de Nelson Mandela, vont conquérir de hautes luttes et souvent au prix de leur vie, l'émancipation à laquelle rêvaient depuis plus d'un demi-siècle les Africains. À l'époque, il n'y a que 2500 soldats en Angleterre et le ralliement du Tchad, de l'Ougandie-Chari et du Cameroun y apporte 16 000 tirailleurs, c'est-à-dire 8 fois plus que ce qu'il y a en Angleterre. Voilà, nous avons suivi. Donc quand la France était sous occupation, ce sont nos parents tirailleurs africains qui ont libéré Paris. Mais aujourd'hui, ils ont oublié. Ils ont libéré l'Europe. Aujourd'hui, ils ont oublié. Maintenant, les migrants, quand ils viennent, ils disent la France ne peut pas accueillir la misère du monde. Et l'Europe dit pareillement. L'Europe ne peut pas accueillir la misère du monde. Mais pendant ce temps, c'est eux qui pillent l'Afrique. C'est eux qui violent nos femmes. C'est eux qui violent nos enfants. C'est eux qui tuent nos familles en Afrique. Il y en a marre. Et ils osent
vouloir donner des conseils aux Africains. Combien d'enfants les Africains doivent mettre au monde? Mais est-ce que ça va bien dans leur tête de moineaux? Hein? Ils n'ont rien à dire à l'homme noir. L'homme noir doit faire des enfants comme il veut. Faites beaucoup d'enfants. Oui, parce que ils ont beaucoup tué chez nous, en Afrique. Chaque jour on tue, chaque jour on viole. Mais il y en a marre. Faites beaucoup d'enfants. Ingeta, beaucoup d'enfants. Oui. L'Europe ne doit rien dire. L'Europe ne doit pas dire à l'Afrique qu'est-ce qu'elle doit faire. L'Africain doit faire beaucoup d'enfants. Le message est clair. Ah oui. Nous allons écouter une grande dame maintenant. En tout cas, même si nous étions pauvres, nous sommes 15 millions d'habitants pour un sol suffisamment riche qui, s'il était mieux exploité, pourrait nous mettre totalement à l'abri de la nécessité. Donc la question n'est pas la pauvreté. La question c'est la paupérisation, et le pillage et l'humiliation. Et vous mettre dans la tête que vous êtes pauvre. Non. Parce que ces richesses, les modalités de mise en œuvre de ces richesses font que vous dépendez de leurs capitaux et de leur technologie. Donc cette dépendance financière, monétaire, technologique ne vous permet pas de mettre en valeur vos propres ressources. Et parce que vous êtes entré dans un modèle économique qui fonctionne avec ces ressources naturelles-là. Donc, le problème n'est pas la pauvreté, c'est un faux débat. Vous savez, c'est un problème à la fois philosophique, politique et économique. Aujourd'hui, le marché ne peut fonctionner qu'en suscitant des besoins, qu'en créant une demande de marchandises. Et nous sommes formatés de telle sorte que lorsque nous ne possédons pas ces biens matériels, lorsque nous n'avons pas accès à ces services, on a le sentiment de ne pas exister. En Afrique aujourd'hui, je m'y essaie, quoi. Moi, je pense qu'on a tout pour créer, pour redynamiser les économies locales, pour vivre dignement, sainement. Mais il y a le télescopage constant, permanent, d'autres images et la création de besoins. Et
et le choc psychologique est tel que, individuellement et collectivement, vous avez l'impression d'être arriéré, que les autres avancent, vous ne progressez pas parce que vous ne possédez pas. Mais ce que vous voulez posséder, vous ne le produisez pas. Vous devez vous endetter pour l'avoir. Donc vous vous mettez en situation d'esclavage en vue d'atteindre l'autre qui ne demande que ça. Et tous les médias jouent un rôle pernicieux dans cette affaire. Donc les médias ne peuvent fonctionner que sur la base de la publicité. La publicité pose les plus pauvres à s'appauvrir davantage et à s'enchaîner. Donc l'un des défis de la solidarité internationale, est-ce que les consommateurs et les citoyens du Nord sont prêts à renoncer aux marchandises et acheter le moins cher possible et enrichir les multinationales de telle sorte que chez nous, la guerre pour le pétrole, l'uranium et les ressources naturelles puisse se calmer? Ou alors est-ce que les citoyens du Nord, même les plus engagés, peuvent penser que le chômage, la croissance ne se gagne qu'en pillant le Sud? Ça, c'est le problème, la question de confiance aujourd'hui qu'il faut poser aux militants du Nord. Parce qu'ils sont persuadés qu'il faut vraiment aller tuer Al-Qaïda à Tombouctou, les gens d'Al-Qaïda à Tombouctou, pour avoir la sécurité ici. Ou bien ils pensent qu'il y a une sécurité globale et dont la véritable qui exige un autre paradigme. Si le paradigme doit être la course au profit et à la concentration des richesses entre les mains d'une minorité, il n'y aura jamais de fin à la guerre. Voilà, nous avons suivi, donc vous avez vu, vive la vérité. Maintenant, nous allons prendre fin de ce direct. Nous allons écouter dehors les migrants, c'est important. Hein? Parce qu'ils ne veulent pas voir les migrants. On va écouter dehors les migrants. Et nous allons clôturer ce direct. Vive la vérité. Theresa May can at least claim progress here today, but while the sun sets on a deal, it may well look different in tomorrow's night. Paul Brandt, News at 10, Checkers. Well, I'm going to play to Robert Pessimist here. Robert, you describe it today as an outcome that's a strikingly soft Brexit. Why? So the first thing to say is this is a remarkable achievement by the Prime Minister. The Cabinet is bitterly divided on what our future relationship with the EU should be, and she's got a very complex proposal affirmed by them. And actually, only a few days ago, wasn't 100% guaranteed at all. Now, the reason I call it a soft Brexit was just because the word she detests is because she wants the UK to effectively remain in the single market when it comes to the production of food and the production of goods in general, manufacturing of goods. That means she would agree to take European rules and regulations that affect the standards of the products we buy and sell, the standards of the goods we produce and eat. Now, you'll remember in the Brexit campaign, people like Boris Johnson, Michael Gove, leading the campaign to take us out of the European Union, said if we left, there would be no further imposition of EU rules on us. And she is now going to the EU and saying, actually, we want to